L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. Good morning, Council. Le président, bonjour au Conseil et bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Et je donne immédiatement la parole au bureau du procureur. Vous allez donc continuer à poser vos questions. Vous avez la parole. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, maître. Alors, simplement pour vous dire déjà d'entrée de jeu que je n'ai pas l'intention de vous garder très longtemps avec mes questions ce matin. Lorsqu'on s'est laissé hier, je vous ai posé des questions sur une personne qui s'appelle Konaté Navigué. Il avait été question à savoir s'il avait bénéficié d'un garde du corps de la garde républicaine et vous nous avez également expliqué comment fonctionnait la procédure pour justement avoir un garde du corps de la garde républicaine. Alors, j'aimerais continuer sur ce sujet pendant quelques instants. Est-ce que le nom de caporal Dogo Djoué Étienne vous dit quelque chose? Ce nom ne me dit pas grand-chose. Parce que je ne crois pas que ce soit un élément qui était à Trècheville avec moi. Parce que comme je l'ai dit tantôt, j'avais 3 bases, Plateau, Cocody, et certains de mes éléments aussi qui étaient affectés pour assurer les fonctions de garde-corps. Donc ce nom ne me dit pas grand-chose. Alors, j'aimerais quand même appeler le document qui se trouve à l'onglet 24. Et pour les fins du dossier, c'est CIV OTP 0071 0150, s'il vous plaît. Alors, monsieur le témoin, il va y avoir un document qui va apparaître devant vous. J'aimerais ça que vous le regardiez quelques instants. Vous avez eu le temps de le regarder? Alors, hier, lorsque vous avez témoigné, vous avez affirmé, c'est la page 107, ligne 13 à 16, que lorsqu'un élément est détaché en tant que garde du corps, il y a une note de service qui est faite et signée de la main du général. C'est ce que vous avez dit hier. Et en regardant ce document, est-ce que, dans un premier temps, si vous regardez en bas à droite, on voit qu'il y a un sceau qui dit garde républicaine, état-major. Est-ce que c'est bien le sceau qui était utilisé à l'époque par la garde républicaine, par l'état-major? Je confirme que c'était bien le sceau. C'est le sceau de la garde républicaine. Et simplement, si vous êtes en mesure de nous le dire, est-ce que les initiales ou la signature qu'on voit, est-ce que c'est celle du général Dogboblé Bruno? Si vous êtes en mesure de nous le dire. Affirmatif, c'est sa signature. Et lorsqu'on regarde le document, ça dit ordre de mission. Est-ce que c'est justement ce genre de document dont vous parliez hier, qui était une note justement de service, si l'on veut, qui fait en sorte d'attitrer un garde du corps de la garde républicaine pour quelqu'un? Non, ce n'est pas le même document. Le premier document dont je parlais,
c'est-à-dire la note de service, c'est un document qui affecte de façon officielle un élément auprès d'une autorité. Ce second document, c'est un ordre de mission qui est donc délivré par le général Doboblé pour accompagner M. Konaté Navigué. Donc c'est son garde-corps, je crois, qui devrait l'accompagner donc pour officialiser cette mission. Il y a un ordre de mission donc qui a été signé de la main du chef de corps. D'accord, merci, Monsieur le témoin, pour la précision. Alors, Monsieur le juge, j'aimerais que ce document soit soumis à titre d'élément de preuve. Également, Monsieur le témoin, j'aimerais There is savoir... no- excuse me. Le Président, excusez-moi, ce n'est pas la peine de le demander. Cela fait maintenant partie du dossier. Monsieur le témoin, est-ce que le nom de Wachard Kejebo vous dit quelque chose? Affirmatif. Pourriez-vous nous dire, nous expliquer qui est cette personne? Wacha Kedjibo fait partie aussi des leaders d'opinion dont je parlais hier. Donc, tout comme Konaté Navigué, Awas Talon et M. Blégoudé ici présent. C'était un peu ces leaders d'opinion. Alors, simplement pour les fins du dossier, je ne sais pas si on a réussi à appeler le nom ou ce nom apparaît sur la liste qu'on a transmise, mais c'est Wachard, W-A-T-C-H-A-R-D, Kejebo, K-E-D-G-E-B-O. Est-ce que le nom de Serge Kofi vous dit quelque chose, Monsieur le témoin? Oh, ce nom, oui, semble me dire quelque chose, Serge Kofi. Peut-être s'il y a un document ou bien quelque chose qui pourrait voir s'il s'agit de la même personne, c'est à laquelle je pense. Pourriez-vous nous dire à quelle personne vous pensez lorsque je vous dis le nom Serge Kofi? Je crois qu'il était le président, je crois, de la FESI. Je crois si mes souvenirs sont exacts. Une dernière question sur cette ligne de questions sur les gardes du corps. Est-ce que vous avez une connaissance quelconque à savoir pourquoi on avait attitré des gardes du corps pour ces personnes-là qui n'étaient pas dans le gouvernement? C'est pour assurer leur sécurité. Merci, Monsieur le témoin. J'aimerais aborder toute une autre ligne de questions avec vous, Monsieur le témoin. Je vais aborder plusieurs sujets avec vous ce matin. Alors, on ne passera pas beaucoup de temps sur chaque sujet. Vous avez entendu de la marche des femmes du 3 mars 2011 à Abobo, durant laquelle 7 femmes ont été tuées et des femmes ont été blessées également, une manifestation des femmes. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai connaissance de cette marche au niveau de la commune d'Abobo. Oui, effectivement, c'est la marche, la manifestation des femmes qui a eu lieu à Abobo. J'aimerais vous poser quelques questions à cet égard. Est-ce que vous avez, à l'époque, je comprends que vous étiez commandant du groupement numéro 1, est-ce que vous aviez de l'information? Est-ce que vous savez s'il y a eu... je comprends qu'il y a des femmes qui ont été tuées. Est-ce que vous savez s'il y a eu un rapport quelconque au sein de... Excuse me, but Excusez-moi. La question maintenant. Parce que là, visiblement, vous donnez la réponse.
Et vous lui demandez, vous lui posez la question, que savez-vous au sujet de la marche des femmes? C'est une question simple, Monsieur Garcia, tout à fait, c'est une question simple. Enfin, je ne voudrais pas m'apesantir sur la question, mais ce que j'aimerais savoir, c'est si le témoin a été informé de rapports ou de griefs ou de plaintes exposées auprès de la garde républicaine ou au sein de la garde républicaine à ce moment-là. Alors, je peux poser la question générale. Le président, oui, Monsieur Garcia, mais il va falloir à un moment donné que l'on se concentre là-dessus. Je comprends très bien la préoccupation exprimée par la Chambre au sujet des questions directrices. Si vous souhaitez que je pose une question générale, je peux le faire. Le président, c'est pas une question de question générale. Mais en fait, il s'agit d'avoir la réponse. Monsieur Garcia, je peux tout à fait poser une question générale. Interrompu par Maître Altit. Le président, je pensais que mon intervention aurait pu justement porter sur ce que vous allez dire. Il s'agit d'éviter de présenter des allégations comme des faits pour ne pas tromper le témoin. Et on est tout à fait d'accord, Monsieur le Président. Absolutely. Le président, tout à fait, tout à fait. C'était justement le sens de mon intervention. S'il vous plaît, posez une question sans pour autant fournir une longue explication au sujet du besoin de poser la question. À cet incident. Vous pouvez reprendre la question, maître, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas entendu. Alors, en ce qui concerne cette marche des femmes, où il y a eu les incidents où des femmes ont été tuées, est-ce que vous avez... Monsieur le Président, c'est quoi ça? Let me pose a question. Le président, laissez-moi poser la question alors, s'il vous plaît. Donc, vous nous avez dit que vous aviez des informations au sujet de la marche des femmes. Que saviez-vous au sujet de la marche des femmes? Et là, je fais référence à des faits. Que savez-vous de façon factuelle? Monsieur le Président, je ai dit que j'ai eu l'information d'une marche qui a eu lieu à Abobo. Donc, comme tout citoyen à Abidjan, et par les médias, nous avons appris qu'il y avait cette marche et qu'il y a eu des morts. Mais je n'ai pas eu de rapport attestant ou vérifiant ces informations. Merci, Monsieur le Président. Président, excusez-moi, je vais poursuivre. Donc, vous avez reçu, ou plutôt vous étiez informé à ce sujet, mais vous avez été informé avant ou après? Est-ce que vous saviez, par exemple, que la marche allait avoir lieu? Ou est-ce que vous n'en avez entendu parler qu'après? C'est bien après la marche, avec ce qu'il y a eu comme dérapage, avec ce qu'il y a eu comme mort au regard des informations que j'ai reçues. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y a eu une marche à Abobo des femmes. Une dernière question de ma part. Et comment l'avez-vous appris? Qui vous l'a dit? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous en avez entendu parler? Comment est-ce que vous avez entendu parler de cela? Je l'ai lu. Et puis aussi, au niveau de la zone d'Abidjan, il y avait eu un décret qui avait été signé portant l'acquisition des forces nationales où on devait donc sécuriser la ville d'Abidjan. Donc à ce titre, nous avions aussi un détachement au niveau d'Abobo. Et donc, c'est aussi grâce à ce détachement que j'ai eu aussi l'information. Je pourrais poursuivre, bien sûr, mais je ne souhaiterais surtout pas. Monsieur Garcia, merci, Monsieur le Président. Le Président, non, je vous en prie, Monsieur Garcia. Monsieur Garcia, merci. J'ai encore quelques autres questions à poser. Rapport. Est-ce que je comprends bien que c'est au sein même de la garde républicaine, vous n'avez pas eu de rapport concernant cette marche du 3 mars? Non, je n'ai pas eu de rapport.
Parce qu'en fait, s'il y avait un rapport, c'était plutôt le commandant de la garde républicaine qui devrait recevoir ce rapport, pas moi. Vous, est-ce que vous avez eu connaissance d'un quelconque rapport qui aurait été fait au commandant de la garde républicaine à cette époque concernant les événements du 3 mars? La seule connaissance que j'ai eue avant justement cette date, c'était un courrier adressé au général de Boblé par le haut-commissaire des droits de l'homme, interpellant le général d'exaction extrajudiciaire de la part de la garde républicaine. Voilà, c'est à ce niveau-là, au niveau des morts, c'est le seul document dont j'ai entendu parler. Maître Rocher, Monsieur le Président, pourrais-je quand même attirer l'attention de la Chambre et de mon estimé confrère sur quelque chose? Car nous ne voulons pas intervenir comme ça, sans cesse. Mais il est extrêmement important que mon estimé confrère fasse preuve de circonspection, parce que le témoin a dit que c'était à un haut niveau de commandement, qu'il y aurait eu un rapport et qu'il aurait dû avoir un rapport à ce niveau-là. Mais il n'a pas dit qu'il avait été informé de l'existence d'un rapport potentiel. Ensuite, on pose une autre question au témoin. Et où avez-vous appris, comment est-ce que vous avez appris qu'il y avait un rapport potentiel? Donc, mon estimé confrère doit quand même être beaucoup plus précautionneux lorsqu'il pose ces questions. Je m'excuse d'intervenir sans cesse, mais je m'en vois contraint. Le président, poursuivez, je vous prie. Je comprends bien, c'était une lettre qui avait été envoyée ou un courrier qui avait été adressé au général Dogboblé par le Haut-Commissariat des droits de l'homme. Comment est-ce que vous avez appris de l'existence de ce courrier? C'est un courrier que j'ai vu lors de la lecture de mon audition à Abidjan, avant mon arrivée à l'Aïe. Alors, j'aimerais appeler le document qui se trouve à l'onglet 32, CIV OTP 00710236, s'il vous plaît. J'aimerais ça qu'on passe à la page 0237, s'il vous plaît. Alors, si on regarde au bas de la page, monsieur le témoin, bas, côté droit, on voit le sceau de garde républicaine état-major et une étampe, plutôt un cachet. Sealed it with Président. Tout scellé. Alors, c'est bien le cachet, ou plutôt le sceau de la garde républicaine état-major, ainsi qu'un autre cachet de... But why do Président, pourquoi est-ce que vous posez toujours la même question? C'est la troisième fois que nous parlons du cachet. Nous savons bien maintenant qu'il s'agit bel et bien du sceau ou du cachet de la garde républicaine. Là, c'est absolument évident. Nous pouvons tous lire. C'est pas la peine de lui poser cette question. Monsieur Garcia, il vous appartient d'en décider. Monsieur le Président, je voulais déterminer cela pour la Chambre. Le Président, oui, mais excusez-moi, c'est quand même la troisième fois que nous voyons ce cachet. Donc, je pense que c'est suffisant maintenant. Monsieur Garcia. Bien, Monsieur le Président.
Alors, on voit la date qui est le 6 janvier 2011. Est-ce que c'était dans cette période de temps que vous avez eu connaissance d'un courrier concernant le Haut Commissariat aux droits de l'homme? Monsieur le Président. Monsieur le Président, le témoin vient de dire tout à l'heure que ce courrier, je ne l'ai vu que devant les enquêteurs avant de venir ici. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont présenté un courrier. C'est en ce moment-là qu'ils m'ont présenté le courrier dont vous parlez. No, he didn't say this. Le président, non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Ben, en tout cas, pas dans la version interprétée. Le président, excusez-moi, maître. Quand avez-vous vu pour la première fois ce document, monsieur? Si tant est que vous l'ayez jamais vu auparavant. C'est exact. Je ne l'avais pas vu auparavant. Je dis que j'ai vu ce document lors de la lecture de mon audition dans le mois de septembre avant mon arrivée. Okay. Le président, bien. Vous avez la parole, monsieur. Une dernière question sur ce sujet, monsieur le témoin. Quand est-ce que vous vous rappelez à quand vous avez appris du fait qu'il y avait un courrier qui avait été envoyé du Haut Commissariat du droit de l'homme? Est-ce que vous vous rappelez de la date approximativement? Well, I think this. Le président. Mais il a répondu. Il a dit qu'il ne le savait pas avant de le voir. Enfin, c'est ainsi que j'ai compris les choses. Monsieur Garcia, oui, je comprends, monsieur le président. Pourriez-vous nous expliquer, vous étiez, on va se retourner au moment des faits, durant la crise post-électorale, vous êtes resté au camp de Trècheville jusqu'à quand, au juste? Je suis resté à Trècheville jusqu'au 4 avril. 5 avril précisément, parce que au lendemain des bombardements de ma base, le 5, c'est à ce niveau que, à ce moment du moins, que toute la caserne s'est vidée, pratiquement. Qu'avez-vous fait par la suite? Juste après cela, le capitaine Kouassiblé m'a appelé pour me dire est-ce que j'avais appelé le général Doboblé. Je lui ai dit non. Et ensuite, j'ai appelé le général pour lui faire le compte-rendu de la situation après les bombardements. Nous étions dans une situation où tous nos moyens avaient été détruits. Et le général m'a dit, c'est bien pris. Juste après ça, le capitaine Kouassiblé me rappelle encore et me demande, est-ce que j'ai appelé le général? Je dis, oui, je l'ai déjà appelé. Il me dit, rappelle-le. Donc j'appelle le général, que je n'ai pas pu avoir au téléphone. J'ai ensuite appelé le commandant Kipreyaba et qui m'a dit la chose suivante. Mon colonel, de la part du général, il demande de cesser les combats et que le président Laurent Gbagbo reconnaissait la victoire du président Alassane et qu'il ferait une déclaration. Voici les propos qu'il m'a dit. Je lui ai dit c'est reçu. Et après ça, le capitaine Blé m'a demandé de le rejoindre. Il était déjà du côté du débarcadère
à Trècheville, parce qu'à environ 300 mètres de la caserne, il y a la Sotra, qui est une compagnie, une société de transport fluvial, lagunaire. Et il m'a dit, rejoins-moi là pour qu'on s'y rende à la base navale de Locoduro. C'est ainsi que je m'y suis rendu. Et une fois à la base, j'y ai passé une nuit. Et le lendemain, j'ai regagné mon domicile. Voici un peu ce qui s'est passé. Alors, lorsque vous êtes arrivé à la base navale de Locoduro, est-ce que vous pourriez nous dire qui était là, qui était présent sur les lieux, en termes d'officiers? Une fois arrivé sur la base de Locoduro, j'ai été reçu par le colonel-major Boniface, Conan Boniface. Il y avait le colonel Atumbré, qui était aussi présent. Il y avait le lieutenant-colonel Bamele, qui était aussi présent. Donc voici les officiers que j'ai rencontrés une fois sur la base. Et pourriez-vous nous dire ce qui se passait sur la base lorsque vous êtes arrivé? Lorsque je suis arrivé sur la base, j'étais donc dans un bureau avec ces officiers que je viens de citer. Et lorsque j'ai entendu une sirène, et donc je sors, c'est à ce moment que je vois des jeunes gens, et alors là, très nombreux, affluer vers un point de regroupement. Alors, le lieutenant-colonel Bamele vient vers moi et il me dit qu'il venait de recevoir un ordre de la part de sa hiérarchie et donc qu'il lui demandait de reprendre les hostilités. Et il m'a demandé, mais quelle attitude il devait avoir en ce moment. Et je lui ai répondu, il a reçu l'ordre de sa hiérarchie de l'amiral Vagba, Fossigno, mais il répond de lui. Mais moi, mon chef de corps m'a dit que la bataille était terminée, donc je m'en tenais à cet ordre de mon chef de corps. Voilà un peu ce qui s'est passé. Vous dites que vous avez entendu une sirène. Quel genre de sirène est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu dans le passé? Oui, c'est une sirène parce que pompier j'étais, bon, dans les casernes sapeurs-pompiers. Ces sirènes existent en fait, c'est des sirènes qu'on utilise lorsque on demande le regroupement de personnes. Vous avez dit qu'il y avait des jeunes gens qui affluaient vers un point de rassemblement. Il y en avait combien approximativement de ces jeunes gens? Environ 400. J'étais vraiment nombreux. Est-ce que c'était des hommes ou des femmes? Je ne peux pas affirmer si c'était exclusivement que des hommes, mais je n'ai vu que des hommes, des jeunes gens. En fait, c'était quoi ce rassemblement, d'après ce que vous avez vu? On a demandé au lieutenant-colonel, je crois que c'était aussi des supplétifs, comme ceux que j'avais eus aussi à Trècheville, mais qui étaient à la base navale de Locoduro.
Savez-vous de quelle origine ils étaient, ces supplétifs? Je ne puis répondre tout simplement parce que je n'ai pas vraiment pratiqué ces jeûnes. Moi, j'ai passé mon chemin lorsque j'ai vu ce rassemblement. Et c'était donc le lieutenant-colonel Bamene qui en avait la responsabilité. Est-ce que ces jeunes avaient une tenue réglementaire lorsque vous les avez vus? Non, ils étaient en tenue civile. Est-ce qu'ils étaient armés? Excuse me, could you please slow? S'il vous plaît, veuillez ralentir pour les interprètes. Est-ce qu'ils étaient armés, selon ce que vous avez vu? Oui, pour certains, oui. J'ai vu certains avec des armes. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quel genre d'armes? Ce sont les armes individuelles, les AK. Simplement pour le dossier, Monsieur le témoin, je crois comprendre que vous avez parlé d'une personne que vous... Un instant. Je vais voir le nom. Du lieutenant-colonel Bamelin. Alors, simplement, si je peux simplement corriger le dossier, il me semble que c'est le lieutenant-colonel et le nom s'appelle G-B-A-M-E-L-A-N. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Merci, Monsieur le témoin. Un instant. Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit d'autre par rapport à ce rassemblement de jeunes, cette journée-là? Non, parce que moi, je m'étais retiré dans une chambre pour me reposer. Alors, vous avez également mentionné Yagba Kipré au début. Est-ce que vous avez répondu à la question? J'ai oublié de vous poser la question hier, mais il était de quelle ethnie, M. Kipré Yagba? C'était un BT. Une dernière question par rapport à cet événement, Monsieur le témoin. À ce moment précis, lorsque vous arrivez à la base navale de Locojoro, quel était l'état de la situation? Est-ce qu'on continuait à se battre? Qu'est-ce qui se passait sur le terrain? Sur le terrain, les combats avaient cessé. Y avait-il des officiers qui continuaient? Oh, à ma connaissance, non. Merci, Monsieur le témoin. J'ai quelques dernières questions pour vous, Monsieur le témoin. Hier, nous avons traité du dépôt d'armes qui se trouvait à Trècheville. Rappelez. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire s'il y avait un dépôt d'armes également au palais présidentiel? Oui, au palais, il n'y avait pas de dépôt d'armes, mais plutôt des munitions. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire où elles se trouvaient dans le palais présidentiel? Ces munitions se trouvaient dans les sous-sols du palais, principalement.
j'aimerais quand même juste savoir, pour qu'on puisse bien comprendre la situation, est-ce que vous, à l'époque, lorsque vous étiez commandant du groupement numéro 1, est-ce que vous aviez raison, si on voulait obtenir des munitions, est-ce qu'on allait les chercher au palais présidentiel, à Setsout? À quoi servait ce dépôt de munitions? C'était un dépôt de réserve, en fait. Moi, au niveau de Trècheville, j'avais aussi des munitions. Et ce dépôt de munitions relevait exclusivement du général de Goblet. Donc c'est lui qui, du moins, était responsable de ce dépôt. Donc, seul sur ses ordres que ces munitions pouvaient être envoyées dans un lieu ou pas. Est-ce que vous, en tant que commandant du premier groupement, vous avez eu affaire à aller obtenir des munitions au palais présidentiel de ce dépôt? Non. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire comment fonctionnait la procédure si on voulait obtenir des munitions du dépôt de munitions se trouvant au palais? Comment est-ce que ça fonctionnait? Est-ce qu'il fallait obtenir une autorisation? Oui, je disais tantôt que ce dépôt était sous la responsabilité du général. Et donc, si moi j'étais dans un état de besoin, je pouvais lui en faire une demande pour qu'il puisse donc me donner. Mais je n'étais pas dans cette situation et donc jamais je n'ai fait une demande de munitions. Avez-vous eu connaissance d'une quelconque demande faite par d'autres officiers faisant une demande de munitions de ce dépôt? Non. Mais peut-être si des demandes ont été faites, il faut préciser que ce dépôt était sous la responsabilité du général de Goblet, mais géré par l'adjudant Niaouré Akaï. C'est lui vraiment qui gérait ces munitions. Donc celui pourrait peut-être dire si oui ou non. Il y avait une demande de munitions, mais je ne peux pas répondre à sa place. C'est bien que vous n'ayez pas eu de micro, parce que comme ça ralentit un peu les débats. Appelez le document qui se trouve à l'onglet 27, CIV OTP 00710223. Alors, Monsieur le témoin, vous avez pris connaissance du document. Est-ce que vous avez déjà vu un document de ce genre auparavant? Oui, c'est ce type de document que nous faisons lorsque nous avions besoin de munitions pour laisser des traces. Et lorsqu'on regarde le document, on voit que, au bas de la page, on mentionne le chef d'escadron Coucougnon de la Gendarmerie nationale. Vous voyez? Affirmatif. Alors, pouvez-vous nous dire quelle était je comprends qu'il était chef d'escadron, mais est-ce que vous, lorsque vous regardez ce document,
On voit que c'est un bon pour 300 AK-47, 30 caisses de munitions. Est-ce que c'était normal que ce genre d'armes, munitions, soit donné au chef d'escadron de la Gendarmerie nationale à cette époque? Monsieur le Président. Maître Ndri. Maître Ndri? L'interprétation en anglais est très claire chez vous, mais il pose la question en disant est-ce que c'est normal? Je pense que là, on lui demande un avis, ce n'est pas un fait. Est-ce que c'est normal? Your Honor, my question. Monsieur le procureur, écoutez ma question, le président, et reformulez votre question, ce sera plus simple. À cette époque, à ce moment-là. C'est la même chose. Alors, I would say so. Le président, oui, il a raison. C'est absolument la même chose. Ce qu'il pense, ce n'est pas un fait. Monsieur Garcia, écoutez, je veux juste lui demander de la part de son expérience de commandant à l'époque. Je voudrais qu'il nous explique s'il savait quoi que ce soit à ce sujet, et ensuite, s'il trouvait que c'était normal ou anormal au vu des circonstances. Il peut quand même tirer une conclusion de la part de ses expériences, puisqu'il est un homme expérimenté. Ça lui permet de dire ça lui permet non pas de donner une opinion, mais de nous donner ce qu'il pense d'après son expérience. Ce sont des questions parfaitement autorisées, et si jamais il ne sait rien, il nous le dira, le président Maître Ndri. Je crois que c'était vous qui vouliez prendre la parole. Que la traduction puisse finir de prendre la parole. Monsieur le Président, le fait est très simple. Hein. Le document qu'on a montré d'abord aux témoins n'émane pas de lui. Ce n'est pas lui qui a fait la demande. Voilà. Si c'était un document qui provenait donc de son groupement, alors là seulement, il pouvait vous donner les explications. Mais pour un document qui provient d'un autre responsable de l'armée, c'est lui qui peut dire pourquoi est-ce qu'il a fait cette demande. Le fait de présenter cela maintenant à une autre personne qui n'en était pas l'auteur, franchement, je ne sais pas quelle autre chose. Donc le procureur le dit bien, passez donc de ce que vous en pensez, c'est bien vraiment de la spéculation. Donc je ne sais pas comment est-ce que... en fait, nous faisons objection par rapport à cela. Maître Altitre. Merci, Monsieur le Président. Oui, bien évidemment, sur le « qu'en pensez-vous », je m'associe complètement à ce que vient de dire M. Dry, d'autant que nous sommes dans un interrogatoire par la partie appelante et qu'il faut éviter absolument, dans ces conditions, ce type de questions. Mais mon intervention est un peu différente. Je suggère que lorsque le procureur explique le pourquoi de sa question et essaie de défendre son bien fondé, il le fasse sans que le témoin puisse entendre, en lui demandant d'enlever ses écouteurs, parce que là, si vous voulez, le témoin a été conduit à comprendre exactement ce dont il était question, et c'est un petit peu embêtant, surtout dans le cadre d'un interrogatoire par la partie appelante. I think the question is... Président, je pense que la question, telle qu'elle est posée, enfin je sais bien où vous voulez en venir, je pense que la question est autorisable. Mais la question, c'est de savoir comment vous allez poser celle-ci. Si vous dites, est-ce que c'est le cours normal des choses, de demander ceci ou cela, ça, ce serait correct. Puisque c'est un expert, il est très expérimenté dans les rangs de l'armée, donc il est au courant, il le sait. Mais vous ne devez pas lui demander son opinion. Vous devez formuler la question de façon à obtenir des faits, et certainement pas son opinion.
Et puis, sur ce que dit Maître Altit. Il n'y a pas toujours besoin d'expliquer ou de justifier la question, après tout. On comprend. Hein, on comprend parfois ce qui est implicite, hein, pas besoin non plus de tout expliciter, des préambules. Posez la question directement. Monsieur Garcia, pour vous expliquer par rapport à la question de Monsieur Altit, il n'y a pas de fond dans ma question. Je voulais juste vous dire pourquoi je pensais que ce témoin était en mesure de répondre à la question, c'est tout. Le président, très bien, allez-y, posez votre question, mais posez-la de façon à obtenir des faits. Regardez ce document, vous voyez qu'il y a une inscription qui dit chef d'escadron Coucougnon. Qu'est-ce qu'on peut en tirer du fait que son nom apparaît dessus? Ce qu'on peut en tirer, c'est que c'est une demande d'armes et de munitions faite par le chef d'escadron auprès du chef de corps, du général Dogboblé, et donc qui a donc acquiescé à cette demande, et donc il a fait le bon pour qu'on puisse les lui fournir. Alors, ma question est la suivante, suivant votre réponse. À l'époque, selon votre connaissance, votre expérience, est-ce qu'il était normal pour quelqu'un d'autre, en dehors de la garde républicaine, de faire une demande pour des munitions auprès du général Dogboblé-Bruno? Affirmatif, parce que le président étant le chef suprême des armées, donc à ce titre-là, s'il y a des moyens au niveau du palais, ces moyens peuvent être donc rétrocédés aussi à d'autres corps en mesure d'accomplir la mission globale pour le pays. Merci, Monsieur le témoin. Alors, nous allons changer de sujet encore une fois, une dernière fois. Et plutôt, on va plutôt continuer dans le même sujet, mais d'autres questions. Vous nous avez parlé du fait que les munitions dans le palais présidentiel étaient gardées dans un sous-sol, dans le sous-sol. C'est exact? C'est exact. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce qui est arrivé avec ces munitions qui étaient là après la crise post-électorale? Après la crise post-électorale, ces soutes ont été donc dépolluées. Toutes ces munitions donc ont été retirées des sous-sols de la présidence et mises à la disposition de l'état-major pour les stocker dans d'autres lieux beaucoup plus sûrs afin donc de sécuriser un peu le palais. Est-ce que vous vous rappelez de qui a justement procédé à cette dépollution des munitions? Bon, ça a été fait avec... Please. Président, ne caracolez pas ainsi. Cette dépollution a été réalisée par l'état-major du Côte d'Ivoire avec aussi l'expertise de l'ONUCI et des forces licornes. Simplement pour que je puisse savoir le temps dans lequel c'est arrivé, est-ce que vous étiez déjà chef ou commandant de toute la garde républicaine quand cette dépollution a eu lieu ou c'était avant votre confirmation? C'était effectivement avant ma confirmation. Quand je dis avant, c'est que naturellement, j'étais intérimaire, donc j'assurais l'intérim pendant cette période d'avril d'avril. J'assurais donc l'intérim, donc je n'étais pas encore confirmé dans mes fonctions. Donc ça s'est passé devant moi. So how do you... Alors comment savez-vous? Est-ce que vous le savez directement ou est-ce que c'est parce que quelqu'un vous l'a dit?
Comment est-ce que vous avez eu connaissance de cet événement? En tant que commandant intérimaire de la garde républicaine, donc mes bureaux sont au palais et les sous-sols aussi du palais. Donc c'est devant moi que cette dépollution s'est passée. OK. Très bien. Vidéo qui est sous le ERN CIV OTP 0048 1651. Excuse me, before you play. La greffière d'audience, avant que nous montrions la vidéo, pouvez-vous nous dire si elle est publique ou non? Monsieur Garcia, oui, elle est publique. It's on evidence 1 or 2? Le président, nous le voyons sur évidence 1 ou évidence 2? C'est visiblement évidence 2. Si on pourrait jouer la vidéo. Oui, Laurent, regardez ici. Oui, c'est ça.
Ça va, on peut l'arrêter. Merci. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on voit sur cette vidéo? Sur cette vidéo, on voit d'abord le palais et ensuite des caisses à munitions dans le sous-sol. Donc, si je comprends bien, c'est le sous-sol dont vous nous parliez avant dans votre témoignage. C'est exact. Je demanderai un instant, monsieur le juge. So I would have a question. Le président. Alors moi j'ai une question. Nous avons vu des boîtes, des caisses. Est-ce que vous avez vu ce qui se trouvait à l'intérieur de ces caisses? Non. Lors de la visite, je n'étais pas là, mais bien après, dans le transport de ces caisses, parce que cela a été fait aussi par mes hommes. Donc on a eu le temps de constater effectivement que c'était des caisses à munitions. By ammunition? Lorsque vous dites munitions, vous entendez des munitions, pas des armes. Des armes ou des munitions? Des munitions. Okay, thank you. Bien, merci. Monsieur le procureur? Juste une dernière question sur ce même sujet, monsieur le témoin. Vous avez dit que c'était vos hommes qui ont fait le transport. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire combien de ces caisses il y avait, approximativement, de munitions? Ils l'ont fait sous le couvert, je dis, donc, de l'état-major, l'ONUCI et la licorne. Mais je n'étais pas là pour voir un peu vraiment la quantité qui a été transportée, donc je ne peux pas donner un chiffre. Est-ce qu'on vous a fait un quelconque rapport sur la quantité ou est-ce que vous avez eu de l'information à ce sujet? C'était piloté par l'état-major général. Donc je n'ai pas pu avoir un rapport à l'issue, non. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si c'était des munitions pour quel genre d'armes spécifiquement? Pour les armes individuelles, les armes semi-collectives, type RPG, et puis aussi des obus de mortier. Dernière question pour vous, monsieur le témoin. Est-ce que suite à la fin de la crise post-électorale, vous vous êtes adressé à la population de Trècheville? Affirmatif. Je me suis adressé à la population de Trècheville, mais avant cela, j'ai visité tous les guides religieux de la commune d'Abidjan, de toutes les communautés, pour leur présenter
leur demander leur pardon pour tout ce qui a pu être fait par les éléments de la garde républicaine et pareillement aussi pour la population de Treichville lors des meetings. J'étais allé voir le maire de la commune de Treichville et qui m'a donc proposé de faire cette intervention ce jour de meeting. Alors, cette action obéissait à quoi? Cette action obéissait au fait que pendant effectivement la crise, beaucoup d'impairs ont été commis par certains de mes éléments. Quand je dis impairs, c'est quand on prend les jeunes, qu'on les envoie à Treichville, que certains étaient molestés, tout, et je faisais arrêter tout ça. Aussi, un ressortissant du moins du Niger qui avait été pris par un de nos éléments aussi et qui avait été envoyé au plateau. Et donc, j'avais été aussi saisi et j'ai tout de suite demandé au commandant Kipré, qui gérait cette affaire, de libérer le monsieur. Il m'a dit oui. Et après, lorsque je suis revenu encore vers lui, il m'a dit que ce n'était pas mes oignons et qu'il n'avait plus à me répondre sur ce dossier. Donc, voyez-vous, avec tous ces faits, je me suis dit qu'il fallait que nous soyons en phase avec cette population. Et donc, je l'ai fait au nom de l'institution dont j'avais la charge, pour simplement demander aux populations de pardonner tout ce qui a été fait et de regarder vers le futur et d'aller vers la réconciliation. Voilà ce qui a guidé un peu mon action. Merci, monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions pour vous, monsieur le juge. Le président. Je pense que nous pourrions peut-être faire une pause maintenant. Bon, il est 11h moins 20. Je ne sais pas, ça ne sert pas à grand-chose de commencer juste pour 20 minutes. Et nous allons donc avoir une pause un peu plus longue. Nous reprendrons comme d'habitude à 11h30.